Je n'aurais jamais cru que la trahison la plus douloureuse de ma vie porterait le nom de mon propre fils. Mais c'est ce qui arrive quand on vit assez longtemps. On pense avoir tout vu, les enterrements, les guerres, les factures impayées. Et un jour, quelqu'un que l'on a élevé de ses propres mains vous inflige une douleur d'un genre nouveau, silencieuse, calculée, légale. Je m'appelle Évelyne Marchand, j'ai 73 ans et je suis ici pour avouer quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire à voix haute. Mon propre enfant m'a utilisée, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financièrement et en pleine lumière. Il n'a pas fracturé ma porte, ni pointé une arme. Non, c'était bien plus subtil que ça. Il souriait en le faisant. Pendant près de 40 ans, j'ai été bibliothécaire scolaire dans un collège de Saint-Laurent-sur-Loire, une petite ville discrète de la vallée. Je n'ai jamais eu la prétention d'être remarquable, mais j'aimais mes routines. L'ordre, les rayonnages bien classés, le bruissement feutré d'un livre qu'on ouvre. J'ai rencontré mon mari, Gérard, à 22 ans, quand il est venu réparer l'éclairage dans la salle de lecture. Il sentait l'huile de moteur et les sous-bois. À 24 ans, j'étais mariée. À 31, j'ai eu Antoine. Gérard avait de l'or dans les mains et une patience infinie dans le cœur. Nous avons vécu dans une petite maison de plain-pied qu'on a fini par payer entièrement après 30 ans d'efforts. Pas de voyage coûteux, pas de dettes, juste un potager, le journal du dimanche et notre vie tranquille à deux. Quand Gérard est mort il y a 12 ans, je suis restée dans notre maison. Je ne voyais pas l'intérêt de changer. J'aimais mon rythme. Monter du matin, les mots croisés, les longues promenades jusqu'à la boulangerie. Antoine, lui, m'appelait de temps en temps. Il avait épousé Inès, une jeune femme élégante au ton sec, toujours tirée à 4 épingles. Elle me semblait souvent ailleurs quand elle me parlait, mais je me suis tue. J'ai mis ça sur le compte des différences de génération. Les visites ont commencé à s'espacer. Ils venaient parfois pour les fêtes, ou quand ils étaient dans le coin, mais ce n'était jamais vraiment pour moi. Inès passait plus de temps à observer les recoins de la maison qu'à me poser des questions. Elle faisait des remarques étranges. « Vous savez combien de mètres carrés vous avez ici ?» Ou encore « Ça vaudrait la peine de rénover la cuisine, vous ne pensez pas ?» Antoine souriait, mais ne disait rien. Je me disais que je devais arrêter de trop réfléchir, qu'il fallait voir le bon côté. Après tout, l'amour familial, c'est parfois discret. On apprend à avaler les doutes, on se convainc que c'est normal. Mais rien ne m'avait préparé à l'appel qui allait tout faire basculer. Après le décès de Gérard, la maison paraissait à la fois trop calme et trop pleine. Ses outils étaient encore suspendus dans le garage, bien alignés sur le panneau mural. Ses pantoufles restaient que sous la table basse pendant des mois avant que je ne me décide à les ranger. Je passais mes journées à entretenir les rosiers qu'il avait plantés, à relire mes romans policiers préférés, à aider au vestiaire de l'église locale. La vie était devenue lente, mais elle m'appartenait encore. Et Antoine, même occupé par sa carrière et son mariage, m'appelait de temps en temps. Au début. Les premières années, il venait tous les 2 mois, parfois accompagné d'Inès. Elle ne semblait jamais vraiment à l'aise dans ma cuisine. Toujours sur son téléphone, parlant de rendement locatif, de projet d'investissement, comme si on préparait un dossier de prêt et non des tartines. Je voulais qu'elle se sente chez elle. Je préparais les biscuits qu'Antoine adorait quand il était petit. Je veillais à ce que la chambre d'amis soit impeccable. Je passais même au magasin bio pour lui acheter du lait d'amande. Mais malgré tout cela, j'avais l'impression d'être une hôtesse Airbnb. Inès observait les pièces comme une agente immobilière. Une fois, elle m'a demandé si j'avais toujours l'acte de propriété d'origine. J'ai ri, pensant à une plaisanterie. Elle ne plaisantait pas. Une autre fois, regardant le jardin par la baie vitrée, elle a dit « On pourrait facilement construire un studio ici. Ou une piscine. » J'ai souri poliment et changé de sujet. Antoine, lui, était plus difficile à cerner. Il hochait la tête quand Inès parlait mais fuyait mon regard. Le garçon qui pleurait pour un jouet cassé et me confiait ses secrets sous une couverture n'était plus là. À sa place, un homme distrait, le regard toujours vers son téléphone posé à côté de son assiette. Quand je lui demandais comment allait le travail, il répondait vaguement « Ça bouge beaucoup » ou « On est sur plusieurs fronts ». Je ne posais pas plus de questions. Peut-être que j'aurais dû, mais je ne voulais pas passer pour la mère qui insiste.
Je pensais que s'il y avait un problème, ils finiraient par m'en parler. Ils ont évoqué l'idée d'avoir des enfants 1 ou 2 fois. Inès parlait d'un jardin, d'écoles bien classées. Antoine, lui, restait silencieux. J'ai commencé à avoir l'impression que ma maison n'était pas seulement appréciée, mais évaluée, comme si j'étais déjà un chapitre d'un futur qu'ils dessinaient sans moi. Je n'ai rien dit. Je me disais que j'exagérais, que c'était juste leur façon de parler, que la curiosité d'Inès n'avait rien de dangereux. J'avais vécu assez longtemps pour savoir sourire dans le silence. Mais ce n'était pas qu'une impression. Le ton, les regards, les questions, tout menait quelque part. Ce que j'ignorais encore, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller. C'était un jeudi matin, un peu après 9 heures. J'étais dans la cuisine, en train de faire infuser mon thé tout en pliant des torchons. La radio murmurait en arrière-plan. Le numéro affiché sur le téléphone était inconnu, mais j'ai décroché tout de même. Une femme s'est présentée poliment et m'a demandé si j'avais quelques instants pour confirmer les informations liées à ma récente demande de prêt immobilier. J'ai senti ma main se figer sur le combiné. Je lui ai demandé de répéter. Elle l'a fait, plus lentement cette fois, pensant peut-être que j'étais un peu dure d'oreille. Je lui ai répondu que je n'avais fait aucune demande, certainement pas de prêt. Elle a marqué une pause. Je pouvais percevoir une légère confusion dans sa voix, presque de la gêne. Puis elle m'a expliqué avec précaution qu'une demande avait bien été enregistrée 2 semaines auparavant, avec mon nom complet, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale et même une copie de ma carte d'identité. Le dossier était pratiquement validé. J'ai senti un froid me traverser le dos. Ma voix s'est restée calme, mais mon cœur battait comme lors des exercices d'évacuation à l'école. Je lui ai dit que cela devait être une erreur, que quelqu'un avait dû utiliser mes informations sans mon autorisation. Elle m'a proposé de suspendre temporairement le traitement du dossier et m'a conseillé de passer directement à l'agence. Je l'ai remerciée et raccroché. Puis, je suis restée là, le téléphone toujours dans ma main, comme s'il s'était transformé en quelque chose d'étranger. Ce même après-midi, j'ai pris le bus pour le centre-ville de Saumur. J'avais mis mon gilet bleu marine, celui que je portais au mariage d'Antoine. Mon sac à main bien fermé, je me suis dirigée vers le bureau du directeur d'agence. Un jeune homme aimable dans la trentaine m'a accueilli dans un petit bureau et a ouvert le dossier sur son écran. Il m'a montré les documents. Tout y était. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, une copie numérisée de ma carte et une signature presque parfaite. Je suis restée figée, tentant de respirer normalement. Le bien immobilier concerné se trouvait à Saint-Benoît, un quartier huppé avec terrain de golf et lotissement flambant neuf. Le montant du prêt s'élevait à 920 000 €. J'ai demandé qui avait déposé la demande. Il a fait pivoter l'écran légèrement vers moi. Le dossier indiquait Antoine Marchand et Inès Line Marchand. Je n'ai pas trouvé mes mots. Ma voix s'est bloquée entre l'incrédulité et quelque chose de plus sombre. Quand j'ai enfin réussi à parler, ce fut pour demander une copie papier. Je suis repartie avec les documents serrés contre moi. Le vent me semblait plus coupant, les pavés plus inégaux. Je me suis assise sur un banc près de l'arrêt de bus et j'ai relu chaque ligne, espérant avoir mal compris. Mais je n'avais rien mal compris. Mon propre fils avait utilisé mon identité pour acheter une maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, le silence me pressant de toutes parts. Et la même question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi? Et surtout, depuis combien de temps planifiait-il ça? Je n'ai pas téléphoné. Je ne voulais pas leur laisser le temps de préparer une version. J'ai simplement pris un taxi le lendemain matin et me suis rendue directement chez Antoine. Leur immeuble était moderne, tout en angle net et teinte gris pâle, dans une résidence sécurisée en périphérie d'Angers. J'y étais venue 2 fois auparavant, une fois pour une pendaison de crémaillère, une autre pour un goûter entre voisins. À chaque fois, je m'étais sentie étrangère dans un décor trop lisse. Antoine m'a ouvert vêtu d'un survêtement, un smoothie à la main. Son visage a brièvement exprimé la surprise, puis quelque chose d'autre, de la prudence peut-être. J'ai dit qu'il fallait parler. Il a hoché la tête et m'a laissé entrer. Inès est descendue quelques instants plus tard, en peignoir satiné, son sourire figé comme une actrice en représentation. Je me suis installée au bord de leur canapé immaculé, puis j'ai sorti les papiers de mon sac. « Je sais », ai-je dit simplement, en posant les documents sur la table basse.
Inès les a attrapés avant Antoine, les feuilletant rapidement, un sourcil levé. « Vous êtes allé à la banque ?» a-t-elle demandé d'un ton léger, trop léger. Antoine s'est penché pour lire les premières pages, puis s'est redressé avec un soupir. « Ce n'est pas si grave, maman, on allait t'en parler. » Je l'ai regardé, espérant un mot, un remords, une explication. Il s'est contenté de croiser les bras. « On fait les remboursements, c'est juste du papier. » « Du papier ?» ai-je murmuré, sentant ma voix trembler, mais pas de peur. « Tu as falsifié ma signature, tu as utilisé mon identité. » Inès est intervenue aussitôt. « Vous ne comprenez pas les mécanismes bancaires d'aujourd'hui. Votre dossier est solide, tout est stable. C'était plus simple de passer par vous. » Je l'ai fixée. Elle parlait comme si elle m'expliquait une stratégie financière, pas un abus de confiance. Antoine s'est frotté le visage. « On refinancera plus tard. Une fois qu'on aura du capital, on transférera sur nos noms. C'est temporaire. C'est pour construire un avenir. Pour vos petits-enfants. » « Je n'en ai pas, » ai-je répondu, sans hausser la voix. Il a eu un léger sursaut. « Mais c'est prévu, » a ajouté Inès un peu trop vite. « Un jardin, une école à proximité, un foyer, on pense au futur. » J'ai laissé un silence s'installer. Leur façon de parler, si détachée, presque méprisante, comme s'ils avaient déjà tout justifié, j'ai compris qu'ils s'étaient convaincus que j'étais un simple nom sur un formulaire. « Vous m'avez menti, » ai-je dit. « Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas et vous avez cru que je ne m'en rendrais jamais compte. » Antoine a levé les mains, prêt à protester, mais j'étais déjà debout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi venait de se figer. Et cette fois, je ne comptais pas l'ignorer. Je suis rentrée chez moi en prenant le chemin le plus long, 2 rues de plus, simplement pour respirer un peu, pour remettre de l'ordre dans ce qui venait d'éclater à l'intérieur de moi. Le soleil brillait encore, mais j'avais froid. Je passais en boucle les paroles d'Antoine dans ma tête, comme pour comprendre à quel moment il avait cessé de me voir comme sa mère et commencé à me voir comme une opportunité. Ce soir-là, j'ai ressorti un vieux carnet d'adresses du tiroir de l'entrée, celui avec les intercalaires alphabétiques et les pages jaunies par le temps. Sous la lettre H, elle y était toujours. Denise Armand, la cousine de Gérard, à la retraite depuis quelques années après une longue carrière de greffière au tribunal de Nantes. Je ne l'avais pas appelée depuis des mois. Mais dès qu'elle a décroché, j'ai senti un calme se poser en moi. « Denise, j'ai besoin de ton aide », ai-je dit. Je lui ai tout raconté. La fausse signature, le prêt, la maison. Elle ne s'est pas exclamée, elle n'a pas gémi. Elle a simplement répondu « Viens demain et apporte tout ». Le lendemain, je me suis rendue chez elle avec une pochette cartonnée pleine de papier. Nous nous sommes installés à sa table de cuisine, celle où Gérard et elle jouaient autrefois aux cartes après les repas familiaux. Ses lunettes glissaient sur son nez pendant qu'elle lisait chaque document ligne par ligne. Quand elle a levé les yeux, son regard était froid, précis. « Ce n'est pas une erreur, » a-t-elle dit, « c'est une fraude complète. » Elle a commencé à surligner des passages, entourer des noms, gratter des notes sur un bloc. Nous avons analysé le nom du prêteur, une plateforme de crédit en ligne inconnue au bataillon, clinquante mais peu claire. Denise l'a recherché sur sa tablette et a soupiré. « C'est une boîte douteuse. Ils collaborent sûrement avec des intermédiaires qui ferment les yeux. Mais même eux auraient dû vérifier l'identité en personne. Quelqu'un a fabriqué plus que ta signature. » Nous avons découvert que non seulement mon nom avait été usurpé, mais aussi que des documents de soutien avaient été fabriqués. Relevés bancaires, attestations d'emploi, cachets de notaire. Denise repérait les détails incohérents, typographie différente, dates illogiques. Chaque ligne était un pas de plus vers l'évidence. Ce n'était pas une impulsion, c'était une opération pensée. En fin d'après-midi, nous avions classé chaque pièce dans un classeur. Denise faisait des appels, laissait des messages d'anciens collègues, établissait une chronologie. Je la regardais faire, et au lieu de me sentir honteuse ou effrayée, je sentais quelque chose revenir. Pas de la colère, pas encore, mais une force que je croyais perdue. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai pris un carnet et j'ai tout écrit, chaque date, chaque mot, chaque regard d'Antoine. Et j'ai compris que je ne laisserais pas cela disparaître dans le silence. Denise n'a jamais été une femme de grande démonstration.
Elle était rigoureuse, posée, de celles qui notent leur rendez-vous à l'encre bleue et conservent les garanties de leurs appareils ménagers dans des pochettes plastiques. C'est ce qui la rendait parfaite pour cette tâche. Au bout de 2 semaines, notre dossier prenait l'allure d'un petit procès miniature, chaque page numérotée, chaque preuve soigneusement insérée dans des intercalaires. Elle étalait tout sur la table de la salle à manger, mails provenant du site de crédit, relevés d'appels à des numéros suspects, capture d'écran de signatures falsifiées. Elle avait même réussi à tracer l'adresse IP utilisée pour remplir la demande de prêt. Elle appartenait à un ordinateur lié à un certain Marc Lynn, le frère d'Inès. Ce nom n'était pas inconnu à Denise. En cherchant un peu plus loin, elle avait découvert que Marc Lynn avait déjà été signalé sur des forums de consommateurs. Plusieurs témoignages évoquaient son rôle officieux dans des montages de prêts expéditifs. Rien de suffisant pour une condamnation, mais suffisamment pour éveiller tous les soupçons. Denise ne se contentait pas de rassembler les preuves. Elle les annotait, les encadrait, les reliait entre elles. Chaque transfert frauduleux avait sa note explicative. Chaque document avait son commentaire. Elle contacta un ancien collègue de la commission de régulation bancaire. Il confirma que le numéro de notaire utilisé sur la demande correspondait à une femme décédée depuis 3 ans. Cela suffisait pour qualifier l'acte de fraude manifeste, et pas seulement d'erreur administrative. Denise s'était penchée sur son téléphone, les lèvres pincées. Il pensait que tu ne verrais rien, que tu continuerais ta petite vie pendant qu'il construisait la leur sur ton dos. Je n'ai rien répondu, elle avait raison. Lorsque nous avons eu rassemblé tout ce qu'il fallait, Denise m'a expliqué les prochaines étapes. Déposer plainte à la gendarmerie, signaler l'abus à l'autorité des marchés financiers, remplir un dossier de fraude auprès de la banque. C'était épuisant, tout ce jargon administratif. Mais c'était une direction, une action. Le soir, je recommençais à dormir. Pas profondément, pas encore. Mais je ne me réveillais plus en sursaut. Antoine et Inès ne m'ont pas appelé. Aucun message, aucun signe. Ils ont probablement cru que mon silence signifiait que j'avais laissé tomber, que j'étais dépassée ou trop fatiguée pour poursuivre. C'est cette pensée qui me donnait la force de continuer. Chaque jour, je les imaginais dans leur maison neuve, vantant leur intelligence financière à leurs amis, racontant qu'ils avaient su utiliser les ressources familiales. Je les entendais presque. Mais ils ne connaissaient pas Denise. Ils ne savaient pas que j'avais tout archivé, que je n'étais plus dans la peur, mais dans la vérité. Je ne criais pas, je n'avais pas besoin de crier. Le papier est patient, il attend. Et maintenant, il allait parler pour moi. Ils avaient invité tout le monde. Antoine et Inès avaient organisé ce qu'ils appelaient une pendaison de crémaillère informelle, un simple brunch entre amis et quelques membres de la famille. Rien de trop protocolaire. Je l'ai su par une ancienne collègue de Gérard qui avait reçu une invitation via une connaissance. Ils parlaient de leur nouvelle maison avec fierté, comme s'ils l'avaient gagnée, comme si elle leur appartenait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'huissier avait déjà reçu ses instructions. Le dossier était complet, relu, validé par le tribunal de Nantes. Denise avait veillé à chaque virgule, l'heure exacte, l'adresse, le bonjour. Elle m'avait dit « Laisse-les se sentir chez eux avant que le sol ne se dérobe. C'est là qu'on voit les vrais visages. » Je n'avais pas prévu d'y aller, mais le matin même, quelque chose m'a poussée. Pas la vengeance, pas la curiosité non plus. Juste ce besoin discret d'assister à ce moment. Je me suis garée dans une rue parallèle, assez loin pour rester invisible, assez près pour voir. Le jardin bruissait de conversation. On distinguait le tintement des coupes, les plateaux de viennoiseries, les pancartes décoratives avec des phrases comme « Le bonheur est fait maison ». Inès portait une robe bleu pâle et guidait les invités comme une hôtesse de salon immobilier. Elle montrait les pièces, désignant sûrement celle qui deviendrait la chambre du bébé, un jour. Puis, à l'heure prévue, l'huissier est apparu au portail, en uniforme, calme, professionnel. Il avait une grande enveloppe beige à la main. Il a demandé à parler à monsieur Antoine Marchand. De ma voiture, je ne pouvais pas entendre les mots. Mais je n'en avais pas besoin. J'ai vu la manière dont Antoine s'était figé. Il a d'abord ri, puis il a blêmi. Il a pris l'enveloppe. Inès s'est tournée vers lui, brusquement, le corps raide.
Quelques secondes plus tard, sa voix a retenti, plus forte que nécessaire. Les invités se sont arrêtés, incertains de rester ou de s'éclipser. Antoine feuilletait les documents rapidement, les yeux agrandis, les lèvres serrées. Je savais ce qu'il lisait. Les chefs d'accusation, les preuves jointes, les copies certifiées. Usurpation d'identité, fraude bancaire, abus de faiblesse. Mon nom figurait sur chaque page. Mais cette fois, pas comme une simple signature, comme victime, comme plaignante, comme mère qui avait trop longtemps gardé le silence. Inès a hurlé qu'on détruisait la famille. Antoine regardait autour de lui, comme cherchant une issue. Je suis restée dans ma voiture jusqu'à ce que l'huissier reparte. Je n'avais rien à dire. J'avais été ignorée assez longtemps. La justice n'arrive pas dans le tumulte. Elle entre par la porte principale, en plein jour, enveloppe à la main, et elle attend qu'on la lise. Les appels ont commencé dès le lendemain matin. D'abord, je les ai laissés sonner. Puis, j'ai fini par couper la sonnerie complètement. Antoine a laissé plusieurs messages vocaux, chacun plus pressant que le précédent. Dans le premier, il paraissait surpris, comme s'il croyait encore à un malentendu qu'on pourrait résoudre autour d'un café. Dans le second, sa voix montait d'un cran, de la colère se glissant dans les silences. Le troisième était plus plaintif. Il disait qu'ils étaient humiliés, qu'on les jugeait, qu'Inès ne dormait plus et que ses collègues avaient annulé des rendez-vous. Je les ai écoutés une seule fois, puis je les ai supprimés. Il n'y avait rien là que je ne m'attendais pas à entendre. Rien de neuf, rien de sincère. Le renversement de la faute, le refus de reconnaître les faits, la tentative de transformer une trahison en querelle de famille, tout cela m'était familier. J'avais passé ma vie à apaiser les tensions, à arrondir les angles, plus maintenant. Inès, elle, n'a pas laissé de messages vocaux. Elle a écrit de longs textos ponctués de points d'exclamation et de paragraphes entiers sur le scandale que je provoquais. Elle m'accusait de ruiner la carrière d'Antoine, de briser les liens familiaux, de salir notre nom. Elle écrivait que tout cela aurait pu être réglé autour d'une table, que j'avais préféré l'humiliation publique, que j'avais agi par cruauté. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que cette conversation avait déjà eu lieu. Quand ils ont falsifié ma signature, quand ils ont monté un dossier de prêt avec de faux documents, quand ils ont signé en pensant que je ne verrais jamais rien, à ce moment-là, ils avaient fait leur choix. Et ma réponse, c'était le silence. Un silence ferme, définitif. Je restais en contact avec Denise. Chaque jour, elle me donnait des nouvelles du dossier. La banque avait annulé le prêt après réception de nos preuves. L'enquête interne avait été lancée. Le bien immobilier était désormais sous procédure de saisie. Antoine et Inès ne seraient pas propriétaires très longtemps. Je n'ai tiré aucune satisfaction de ces nouvelles, pas de triomphe, juste un calme étrange. Je continuais ma routine. Je faisais mes courses, je lisais au soleil, j'arrosais mes plantes. La seule chose qui avait changé, c'était que désormais, je ne me sentais plus vulnérable. Un soir, en rangeant une vieille boîte à souvenirs, je suis tombée sur un dessin d'Antoine enfant. Il avait 7 ans. On m'y voyait avec une couronne et un livre à la main. Ma maman, la reine de la bibliothèque, écrite en lettres tremblantes. Je suis restée longtemps à regarder cette feuille cornée. Ce petit garçon-là m'aimait sincèrement. Aujourd'hui, ce même garçon me regardait avec peur. Peut-être, au fond, avec un peu de respect. Le palais de justice de Nantes sentait le bois ciré et l'eau de Javel. Tout y résonnait, chaque pas, chaque murmure. Assise sur un banc de couloir, j'attendais. Denise était à côté de moi, droite dans son tailleur bleu marine, son classeur calé fermement contre elle. J'avais apporté mon sac à main, rien d'autre. Pas de mots préparés, pas de mise en scène, juste ma mémoire et ma vérité. Quand notre affaire fut appelée, nous avons pénétré dans la salle d'audience. Antoine et Inès étaient déjà installés au banc des prévenus. Inès avait attaché ses cheveux en un chignon strict, ses bras croisés sur sa robe sobre. Antoine semblait épuisé, ses épaules affaissées, son regard fuyant. Il n'a pas souri, il ne m'a pas salué. Je me suis assise en silence, les yeux rivés devant moi. La juge, une femme aux cheveux gris soigneusement tirés, énonça les faits. Usurpation d'identité,
fraude bancaire, abus de faiblesse sur personnes âgées. Chaque mot tombait comme une pierre. L'avocat d'Inès tenta d'atténuer les termes, parlant d'un malentendu familial. Celui d'Antoine fut plus réservé, évoquant le remords, l'envie de réconciliation. Je les écoutais sans ciller. Puis on m'appela à la barre. J'ai marché lentement, droite, et prêté serment. Ma voix ne tremblait pas. J'ai tout raconté. Comment j'avais découvert la supercherie, ce que j'avais ressenti, ce que cela m'avait volé. Je n'ai pas enjolivé, je n'ai pas haussé le ton, j'ai simplement exposé les faits. Quand j'eus terminé, la salle resta silencieuse un instant. Même la juge parut suspendue. Les avocats reprirent, posant des questions, cherchant à me faire dire que cela aurait pu se régler autrement, que c'était un conflit familial amplifié. Mais je suis restée sur le même fil. Si quelqu'un vous vole, qu'il soit parent ou étranger, cela reste un vol. Si l'on ment tout en vous appelant « maman », cela reste une trahison. La juge demanda alors à Antoine s'il souhaitait s'exprimer avant la fixation de la prochaine audience. Il se leva, les mains jointes devant lui. Il dit doucement « Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. » Il ne s'excusait pas. Il réalisait. Et c'est là que j'ai compris. Pour la première fois depuis des années, il ne me voyait plus comme une silhouette douce du passé, ni comme un nom à exploiter. Il me voyait enfin comme une femme debout. En sortant du tribunal, Denise et moi avons marché dans le froid sec de janvier. Elle m'a proposé un déjeuner. J'ai refusé. Je voulais rentrer. Ce n'était pas l'audience qui m'avait fatiguée. C'était ce que j'avais dû traverser pour mériter d'être entendue. Et cette fois, on m'avait écoutée. Je ne suis pas retournée dans mon ancienne maison après l'audience. La décision, je l'avais prise depuis plusieurs semaines, sans en parler à personne. Cette maison que Gérard et moi avions payée mois après mois, durant 3 décennies, ne m'appartenait plus vraiment. Elle était devenue un lieu plein d'ombre. Pas à cause des murs ou des meubles, mais à cause de ce que mon fils y avait vu, une opportunité à exploiter, pas un foyer. J'avais trouvé un petit pavillon à environ 40 kilomètres de là, en bordure d'un lac paisible près de Châteaubriand. 2 chambres, un salon-cuisine, un jardin clos. Rien d'extravagant, mais tout y était à ma taille. Le porche grinçait légèrement sous la brise. Les fenêtres étaient un peu dures à ouvrir. Le parquet craquait sous mes pas. Mais chaque chose, chaque imperfection m'appartenait. Le titre de propriété était clair. Pas de co-emprunteur, pas de manœuvre douteuse. Une simple clé en laiton et mon nom sur l'acte. Des bénévoles de la paroisse m'ont aidé à déménager. Des jeunes souriants, discrets, qui ne posaient pas de questions. Ils ont porté mes cartons avec soin, plaisanté gentiment, complimenté mes vieux meubles même quand ils n'étaient plus au goût du jour. Je les ai regardés remplir le camion et j'ai senti une étrange légèreté dans ma poitrine. Quand nous sommes partis, je n'ai pas regardé en arrière. Certains lieux ne méritent pas d'adieu. Dans ma nouvelle maison, j'ai retrouvé un rythme. Lent, rassurant. J'ai déballé mes affaires petit à petit, accroché mes photos, rangé mes livres. Le lac scintillait l'après-midi. Les oiseaux chantaient au petit matin. Je recommençais à dormir. Plus de cauchemars. Plus d'appels de la banque. Plus de projets écrits dans mon dos. Un jour, Denise est venue me rendre visite avec un gâteau au citron et un petit pot de lavande. Elle a fait le tour des pièces en silence, puis a murmuré en touchant le rebord de la fenêtre « Cet endroit te ressemble ». J'ai hoché la tête. Elle n'a pas parlé d'Antoine. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il ne m'avait pas recontacté. Pas de lettre, pas d'excuses, pas un mot. Denise m'avait seulement transmis les derniers éléments du jugement. Ils avaient été condamnés à une amende et à un suivi obligatoire. La maison avait été saisie par la banque. D'après les rumeurs, il vivait désormais dans un logement provisoire, en périphérie. Je ne ressentais ni vengeance ni pitié, juste une distance. Je garde les papiers du tribunal dans un tiroir de ma table de chevet. Pas par rancune, mais par précaution, par mémoire. Il y a quelque chose de rassurant à pouvoir poser la main sur une vérité prouvée. De savoir que cette fois, on ne pourra plus prétendre que cela n'a pas eu lieu. Ce pavillon n'est peut-être pas grand, mais il est vrai, et la seule clé est suspendue sur un clou, près de ma porte. Et cette fois, personne d'autre ne l'a. Il y avait tant de choses que j'aurais voulu dire, mais qui ne trouvaient pas leur place dans un tribunal.
Ce n'étaient pas des éléments de preuve, ni des déclarations officielles, juste des pensées lourdes que je portais en moi comme des cailloux dans les poches, trop lourdes pour les garder, trop intimes pour les exposer. Alors, j'ai commencé à écrire des lettres. La première, je l'ai adressée à Antoine. Assise à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant à côté de moi, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit doucement, comme s'il allait vraiment la lire. Je lui ai rappelé la première fois où il avait pédalé sans petite roue. Il avait peur, mais je lui avais promis de tenir le guidon. Et je l'avais fait, jusqu'à ce qu'il me dise de lâcher. Je lui ai écrit que je n'aurais jamais cru devoir me protéger de la même main que j'avais tenue pour le rassurer, que je ne reconnaissais plus l'homme qu'il était devenu, mais que je me souvenais parfaitement du petit garçon qu'il avait été. J'ai replié la lettre et l'ai rangée dans une enveloppe, sans la sceller. La deuxième lettre était pour Inès. Elle est sortie d'un jet, plus tranchante. Je lui ai écrit que, quand elle avait épousé Antoine, j'avais ouvert ma maison, mon temps, ma patience. Que j'avais espéré qu'elle construirait quelque chose avec lui, et non sur moi. Je lui ai écrit qu'un héritage ne se rédige pas dans des formulaires falsifiés. Il se construit avec soin. Et une fois brisé, il ne se répare pas à la va-vite. La troisième lettre, je ne l'ai jamais terminée. Je l'ai commencée plusieurs fois. Cher Antoine, mon fils, à toi. Rien ne sonnait juste. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je ne savais plus ce qui valait encore la peine d'être dit. J'ai fixé la page longtemps, puis j'ai posé mon stylo. Certaines douleurs ne demandent pas de mots. Leur absence est leur réponse. Je garde les lettres dans un tiroir près de la fenêtre, entre quelques cartes postales et des timbres oubliés. Il m'arrive de les relire sans les modifier. Elles ne sont pas faites pour être envoyées. Ce sont des repères, des preuves intimes, une façon de garder le fil. Un matin, j'ai vu 2 canards se poser sur le lac, juste devant chez moi. Ils sont arrivés sans bruit, posés avec grâce, comme s'ils savaient qu'ils avaient leur place ici. Gérard disait que les canards revenaient toujours là où ils se sentaient en sécurité. J'ai pensé que peut-être, moi aussi, j'avais retrouvé cet endroit. Et j'ai compris que je n'avais plus besoin d'excuses. Je n'attendais plus rien. Je n'écrivais plus pour qu'ils comprennent, j'écrivais pour ne pas m'oublier. Le jardin ici est plus petit, mais je le cultive de la même manière que l'ancien. Un carré pour les tomates, un autre pour le thym et la menthe. Un rosier le long de la clôture, planté sans prétention, mais déjà couvert de promesses. La terre est différente, plus sèche, moins souple, mais elle répond bien si l'on prend le temps. Et moi, du temps, j'en ai. Les voisins me saluent en passant et je leur rends leur sourire. Je ne raconte pas grand-chose. Pas sur Antoine, ni sur le procès, ni sur ce que cette maison représente vraiment. Quand on me demande d'où je viens, je réponds simplement. Un peu plus au sud, j'avais besoin d'air frais. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est juste pas tout. Les moments calmes sont devenus des bénédictions simples. Mon thé au lever du jour, les rayons du soleil qui glissent sur le plancher, une page de roman feuilletée sans hâte. Personne ne réclame mon nom, personne ne discute mes droits. Le silence de ma vie n'est plus un vide, c'est une paix. Un jour, alors que j'arrachais des mauvaises herbes près des marches du perron, une jeune voisine s'est arrêtée. Elle m'a tendu un petit panier de muffins encore tièdes. Elle venait d'emménager avec son mari, à 2 maisons de là. Ses yeux étaient ouverts, doux, le genre de regard qui donne envie de s'asseoir un moment. Nous avons parlé de fleurs, de météo, des marchés alentours. À un moment, elle m'a demandé si j'avais de la famille dans le coin. J'ai retiré mes gants, lentement, et répondu que j'avais un fils, mais que nous n'étions plus proches. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste hoché la tête et dit « Parfois, c'est comme ça ». Puis elle a ajouté, presque en chuchotant « Vous avez une force tranquille. J'aime bien ça chez vous. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ. Pas parce qu'ils flattaient, mais parce qu'ils me reconnaissaient. J'ai passé des années à m'effacer dans les rôles d'épouse, de mère, d'aidante. Il m'a fallu une trahison et un tribunal pour réapparaître. Et maintenant, je suis là, sans urgence, juste entière. Dans mon salon, au-dessus de la cheminée, j'ai posé une petite boîte en bois. Elle contient des choses simples. Une photo de Gérard, ma première carte de bibliothèque, une recette écrite de la main de ma mère et une feuille A4 avec mon nom complet en haut.
la copie d'un faux prêt, celui qu'on m'a volé. Je la garde non par amertume, mais comme témoin. Parfois, je m'assois sur le banc du porche et je pense à Antoine. Peut-être qu'il passe devant la maison saisie. Peut-être qu'Inès parle encore de placement et de stratégie. Mais moi, je ne parle plus de ça. Je parle de ce qui reste et de ce que j'ai enfin choisi de garder, moi. À cette période de l'année, les matins sont si calmes qu'ils me rappellent la neige, même si ici, en Loire-Atlantique, elle ne tombe presque jamais. Je m'installe souvent près de la fenêtre, un plaid sur les genoux, un roman entrouvert que je relis sans urgence. Ce n'est pas que je ralentis, c'est que j'ai appris à ne plus remplir le silence par peur de l'entendre. Un rouge-gorge vient se poser chaque matin sur la même branche, comme un rendez-vous discret. Gérard disait que les rouges-gorges portaient des messages, qu'ils apparaissaient quand quelqu'un qu'on aime voulait nous rappeler qu'on n'est pas seul. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je le regarde, ce petit oiseau, et quelque chose en moi se calme. Peut-être que la mémoire est une forme de présence. Le jugement est tombé il y a peu. Antoine a écopé de travaux d'intérêt général et d'un suivi obligatoire. Inès, elle, a échappé aux poursuites directes, mais elle ne pourra plus exercer dans aucun organisme financier pendant plusieurs années. Ils ont déménagé à nouveau plus loin, plus discret. Denise m'a envoyé un résumé du jugement dans une enveloppe Kraft. À l'intérieur, un post-it simplement griffonné. Pour la clôture, si tu en veux. J'ai lu les documents une fois. Puis je les ai rangés dans le tiroir avec mes lettres. Je n'ai pas raconté cette histoire, ni au club de lecture, ni à la voisine qui m'apporte des brioches, ni à l'épicière qui me garde toujours un pain de campagne de côté. Ce qu'il s'est passé m'appartient, et je n'ai plus besoin de le défendre. Certains soirs, je longe le lac. Le chemin de terre épouse la rive et le ciel s'y reflète, paisible, comme une nappe qu'on n'a pas froissée. Je marche lentement, non pas parce que je suis fragile, mais parce que je veux tout voir, les reflets, les branches, les nuances. Je respire mieux maintenant, je souris plus facilement. Choisir de se choisir, surtout quand on vous a appris à toujours vous adapter, c'est une victoire silencieuse. J'ai longtemps cru que la dignité passait par la retenue, par le calme, par l'effacement. Aujourd'hui, je comprends autre chose. La dignité, c'est reconnaître sa propre valeur et ne plus laisser personne en fixer le prix. Un soir, une voisine m'a rendu un plat que je lui avais prêté. Elle m'a souri et dit « Vous avez une façon d'être forte, discrètement forte. » Je l'ai remerciée, j'ai refermé la porte et je suis restée là, un instant, forte, pas amère, pas revancharde, juste forte. Ce qui me tient aujourd'hui, ce n'est pas la revanche, c'est la clarté. Et si un jour Antoine comprend ça, j'espère qu'il le portera avec lui. Mais qu'il le fasse ou non, moi, je serai ici, silencieuse, intacte, et surtout pleinement moi. La vie vous ramène parfois à votre point de départ sans que vous ne le voyiez venir. Depuis quelque temps, je me retrouve souvent dans le coin de mon salon, celui près de la fenêtre, là où j'ai installé mes mots croisés et mes vieux romans. Cet espace me sert d'ancrage. C'est là que je redeviens celle que j'ai toujours été. Bien avant tout ce qui s'est passé, je taille mes crayons comme je le faisais à la bibliothèque, posément, et chaque mot que je complète sur la grille me donne l'impression de recoudre quelque chose d'oublié. Il m'arrive de me demander ce qu'Antoine raconte aujourd'hui. Est-ce qu'il parle de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il assume? Ou bien a-t-il déjà modifié le récit pour que ça lui fasse moins mal à dire? Je n'en saurai jamais rien. Et j'ai fini par comprendre que ne pas savoir est une forme de paix. L'histoire que j'avais besoin de comprendre est déjà écrite. Et elle m'appartient. J'ai laissé accrocher au mur du couloir un vieux cadre avec une photo de nous trois. Moi, Gérard, et Antoine à 6 ans, les genoux pleins d'herbe. Pendant un moment, j'ai envisagé de le ranger, de le glisser dans une boîte. Mais je l'ai finalement laissé là. Pas par nostalgie, parce qu'effacer le passé ne guérit rien. Ce n'est pas la photo qui blesse. C'est la manière dont la confiance a changé ensuite. Et la seule façon d'honorer ce qui fut bon, c'est de le laisser à sa juste place. La paix, quand elle revient, ne fait pas de bruit, pas de fanfare, pas de grandes annonces. Juste des matins doux et l'absence de peur. Je ferme la porte à clé désormais, non par crainte, mais par habitude. Mon nom n'est plus flottant sur des documents que je n'ai jamais vus. Mon avenir n'est plus l'objet d'échanges dans mon dos. Le calme n'est pas un vide, c'est un choix.
Une fois par semaine, je vais en ville pour mes courses. Je passe devant l'ancien collège où je travaillais. Je salue le facteur qui me reconnaît encore. Ces petits gestes n'ont l'air de rien. Mais ils me rappellent que je n'ai jamais été qu'une mère, une épouse ou un nom à emprunter. J'étais et je suis une personne entière. Et si un jour Antoine se retrouve devant ma porte, hésitant à frapper, je ne promets rien. Peut-être que j'ouvrirai, peut-être que non. Mais il saura, rien qu'en se tenant là, que la femme à l'intérieur n'attend plus. Elle vit, elle existe. Elle a repris sa voix, son espace, sa vie. Et cette fois, personne d'autre ne tient la plume.